Alors, merci beaucoup. Merci pour ces échanges. Merci pour toutes ces questions. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à notre session sur les environnements intérieurs. Quels sont les enjeux sanitaires actuels? Quel est l'état de la recherche? Quelles sont les attentes des professionnels envers l'OQEI? Quelles sont les questions que nous allons aborder, entre autres, lors de notre table ronde intitulée OQEI et santé? Mais pour commencer, vous propose d'appeler chacun des intervenants que nous allons avoir, dont vous avez la liste ici, chacun des intervenants un par un, pour que nous puissions découvrir leur sujet d'étude avant de nous retrouver pour une discussion commune. Et donc, je vais d'abord vous demander d'accueillir Marie-Ramon Daré. Vous êtes adjointe au chef du bureau Innovation Data IA à l'Ecolab, au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Vous restez là. Bonjour, merci pour cette invitation. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous faites dans la vie? Quelles sont vos missions, justement, au ministère? Oui, bien sûr. Alors, je fais partie de l'Ecolab, qui est le laboratoire d'innovation qui a, on va dire, un double enjeu, répondre à la fois à l'urgence de transition écologique et de transformation numérique, et donc à l'Ecolab. Nous avons deux missions principales: valoriser la donnée publique pour les politiques publiques du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et également soutenir l'écosystème Green Tech et donc des startups. Donc, nous soutenons des startups labellisées sur le champ de la Green Tech. Alors, au sein de ce laboratoire, nous avons plusieurs actions que nous portons, et notamment le Green Data Forest, donc, qui est une des actions phares du 4e plan national santé-environnement, et donc qui s'inscrit dans cet objectif majeur de production de connaissances quant aux risques sanitaires liés à l'environnement. Voilà, donc on en parlera plus. Bien sûr. Donc l'importance de la donnée, justement, et du recueil de données, c'est justement ce que vous faites au quotidien, finalement, hein, c'est d'essayer de rassembler l'ensemble de ces données au sein du ministère. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que là, pour ce projet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc du Green Data Forest, que j'appellerai GD4H pour les intimes. Ce projet-là, on adore les acronymes dans notre secteur. Oui, voilà, je ne m'inquiète pas. Et ce projet qui, en effet, vise à valoriser la donnée environnementale existante pour un objectif de santé. Voilà, donc principalement aider les chercheurs, les experts en santé-environnement à mieux identifier cette donnée. Le patrimoine des données environnementales est extrêmement riche, mais voilà, faut-il encore identifier les bonnes sources de données, pouvoir les utiliser à bon escient. Et M. Vallée disait ce matin, rappeler l'enjeu d'interopérabilité entre données. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu qui nous anime. Et puis créer de la synergie entre tous les acteurs de la santé environnement. Merci beaucoup, madame. Je vous propose maintenant d'accueillir Oriane Dumas. Oriane Dumas, vous êtes épidémiologiste. Voilà, il faut que j'arrive à dire tous ces mots. Chargée de recherche épidémiologie respiratoire intégrative à l'INSERM. Pareil, racontez-nous un petit peu votre quotidien. Quelles sont vos missions à l'INSERM? Oui, donc, oui, ça marche. Donc, je suis chercheuse en épidémiologie. Moi, je suis dans une équipe qui s'intéresse aux maladies respiratoires chroniques, donc notamment l'asthme et la BPCO. Et puis, donc, depuis quelques années maintenant, je m'intéresse en particulier aux expositions chimiques dans différents environnements intérieurs, et notamment l'utilisation de produits de nettoyage et de désinfection. Alors, initialement, dans certains milieux professionnels, comme par exemple le milieu de soins, où il y a des expositions assez importantes à ces produits, mais mes travaux et des travaux d'autres personnes dans l'équipe sont intéressés aussi aux expositions domestiques à ces produits. Tous les produits dont on se sert tous les jours chez nous pour nettoyer, désinfecter, etc. Et puis maintenant aussi des expositions dans d'autres lieux de vie, comme par exemple les crèches, donc qui vont concerner des expositions aussi chez des enfants. Et alors, c'est des études qui sont primordiales, hein, j'imagine. Vous avez plusieurs temps de recherche également? Oui, alors, c'est vrai que c'est des études sur ce sujet qui ont été menées depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Alors, initialement plutôt chez des adultes, et qui ont montré un effet délétère d'utilisation fréquente de produits de nettoyage, alors que ce soit au travail ou à domicile, notamment sur l'asthme. Et puis des études plus récentes aussi qui ont montré un effet sur la BPCO. Et puis, voilà, là, on a une étude récente dont je parlais dans les crèches, qui a été faite en collaboration d'ailleurs entre l'INSERM et le CSTB. Donc, on est en train d'analyser les premiers résultats, mais on observe aussi un effet on observe que les enfants qui sont dans des crèches
où il y a une utilisation importante de produits de nettoyage et de désinfection ont plus souvent certains symptômes respiratoires. Oui, en même temps, il faut que ce soit propre pour eux et en même temps, Voilà, ça peut c'est ça. Donc développer c'est toujours avec des pathologies. C'est toujours cette problématique équilibre à trouver entre propreté et voilà, éviter des effets délétères sur la santé. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, installez-vous. J'appelle également maintenant Fanny Mietliki. Fanny, donc vous êtes directrice de Bruit Parif. On va parler de bruit avec vous. Quelles sont vos missions ? Bonjour à toutes et tous. Donc, Bruit Parif, c'est l'Observatoire du bruit en Île-de-France. Donc, nous avons plusieurs missions. La première, comme le nom l'indique, c'est d'observer, donc de caractériser les nuisances sonores sur le territoire régional, avec des réseaux de mesure de bruit, des campagnes de mesure, des cartographies aussi de bruit qu'on élabore par des techniques de modélisation. On fait aussi des mesures à domicile pour certains programmes de recherche. Donc voilà, donc ça c'est notre première grande mission, c'est la caractérisation du bruit. Deuxième, c'est évidemment de fournir ces données et de les croiser avec des données de santé. Donc on participe à des programmes de recherche pour faire progresser les connaissances sur les impacts du bruit sur la santé. Troisième mission, c'est d'accompagner les acteurs, donc, notamment les collectivités territoriales, à élaborer des diagnostics sur les enjeux en termes d'exposition au bruit et mettre en place des plans d'action, donc ce qu'on appelle les plans de prévention du bruit dans l'environnement. Et puis enfin, on a un rôle général de sensibilisation sur toutes ces problématiques-là. Voilà. Alors, on l'entend aujourd'hui beaucoup plus, cette problématique. Oui. Ah oui, alors c'est vrai que le bruit, pendant longtemps, a été considéré un peu comme un élément de confort. Depuis une vingtaine d'années, on est vraiment en montée en puissance sur ce sujet, puisque d'une part, il y a eu une directive européenne, bruit dans l'environnement en 2002, qui a ouvert un peu la voie à ce que les acteurs publics se préoccupent de la situation. On a énormément de connaissances qui s'accumulent maintenant, issues d'études épidémiologiques de par le monde, pour montrer que le bruit est un réel enjeu de santé publique. L'OMS classe même le bruit comme deuxième facteur environnemental qui a le plus de conséquences sur la santé humaine. Donc c'est quand même très important. L'ADEME, le Conseil national du bruit, a publié une étude en 2021 qui montre que le coût social du bruit, enfin le coût global du bruit pour la société peut être valorisé à 147 milliards d'euros. 147 voilà, donc milliards, c'est du même ordre. Énorme. C'est du même ordre de grandeur que les évaluations qui ont été faites pour la pollution de l'air. Donc voilà, même s'il y a des incertitudes dans toutes ces valorisations économiques, parce que c'est très, très complexe à faire, ça montre quand même que l'enjeu est énorme. Et un facteur quand même très inquiétant, c'est que d'ailleurs le programme des Nations Unies pour l'environnement le dit, c'est que la pollution sonore risque de s'accentuer, enfin tout au moins les expositions au bruit risquent de s'accentuer au fil des années par le phénomène évidemment de croissance de la population qui vit en ville et l'urbanisation croissante, des phénomènes comme la croissance du trafic aérien au niveau planétaire. Et donc voilà, la pollution sonore est classée comme une pollution émergente dans le sens où autant sur la pollution atmosphérique on sait que ça s'améliore, autant sur le bruit ça reste quand même très préoccupant. Alors, il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais il y a beaucoup aussi de facteurs qui vont dans l'autre sens. Ouais. Et donc voilà, on voit que c'est un enjeu en tout cas, d'où l'importance de votre venue ici. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, asseyez-vous. Et donc j'appelle notre dernière intervenante, une table ronde de Guillaume Boulanger. Guillaume, vous êtes responsable unité qualité des milieux de vie et du travail et santé des populations chez Santé publique France. Racontez-nous concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Très bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez? Voilà. Très bien. Donc, je ne vais pas passer en revue toutes les missions de Santé publique France, là, ça serait très large. Je vais me limiter aux missions de ma direction et de mon unité. Donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est que j'anime une équipe qui s'intéresse à différents déterminants, qui ont un impact sur la santé, que ce soit environnemental ou professionnel. Typiquement, dans une vision intégrée, on s'intéresse à la pollution de l'air, aux riverains qui vivent à proximité de bassins industriels, à la question du bruit, à la question du changement climatique et de manière assez récente maintenant aux environnements intérieurs. Donc, l'objectif, c'est de fournir des données probantes à la fois à la société, à la population, mais aussi aux décideurs publics pour les appuyer dans la gestion. À la fin, ça permet de voir tout ce qui est des politiques publiques, de prévention, de santé, voire des réglementations.
Exactement, hein, le but c'est d'éclairer, voilà, de partager ces données-là. Et concrètement sur les environnements intérieurs, on a plusieurs axes de travail. Le premier, c'est tout d'abord cette association, cette collaboration avec le CSTB et l'OQAI sur un volet santé adossé à la campagne nationale logement 2. Donc pour nous, c'est important, c'est des données individuelles. On va pouvoir évaluer finalement l'impact de différents déterminants sur la santé respiratoire des populations. Également, on a conduit, et ça a été souligné tout à l'heure, des études qui concernent ce qu'on appelle des évaluations quantitatives d'impact sanitaire, où là, au niveau national, on va mesurer quel est l'impact de tels polluants dans des environnements. Et là, on l'a fait sur finalement la santé des enfants de 6 à 11 ans qui sont exposés donc aux moisissures et aux formaldéhyde dans les écoles. Et on a pu montrer un impact important, plus de 30 000 cas d'asthme annuels en lien avec ces polluants-là. Donc voilà, ça c'est aussi un axe important. Et par ailleurs, évidemment, on a des enjeux communs et importants sur les inégalités sociales de santé. On s'intéresse beaucoup à cette question-là, notamment par rapport aux bâtiments. Et enfin, le dernier point, c'est aller vers. Et donc là, on met en place un plaidoyer qui concerne la question du bâtiment et chaleur. Donc voilà, on essaie d'avoir toute cette boucle-là, de la connaissance, de mesurer l'impact et ensuite d'agir vers les partenaires. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci à tous les quatre donc d'être avec nous. On l'a vu, hein, vous avez des enjeux et des défis nombreux ensemble. Vous en avez plusieurs en commun, et notamment un de vos premiers points communs, c'est finalement cette nécessité de recueillir des données, de pouvoir clairement montrer les impacts de tous ces défis. C'est le recueil de données qui est au cœur de la recherche. Comment cela se passe? Quels défis cela engendre pour vous? Peut-être, Marie, nous en parler un petit peu déjà. Oui. J'attends. C'est bon. Parfait, merci. Oui, je l'ai abordé en introduction. Alors, plusieurs défis. Je voudrais revenir sur l'investigation qu'on avait menée à l'origine du projet du GD4H avec l'écosystème de la santé-environnement. Où on avait identifié 3 grands défis. Ce dont je parlais tout à l'heure, repérer la donnée, ce qui a donné lieu à la création d'un catalogue qui nous permet actuellement de recenser les données environnementales utiles pour la santé. Alors, on parlait de la campagne logement et école tout à l'heure qui sont recensées dans le catalogue. On sera ravis d'accueillir et de valoriser la deuxième campagne. Ensuite, tout le sujet de l'accès aux données. Une fois qu'on a repéré la donnée, si la donnée n'est pas mise en open data, comment est-ce qu'on y accède? Donc ça, c'est un deuxième défi. Et donc, on a mis à disposition des outils d'aide juridique pour les personnes souhaitant réutiliser la donnée. Et ensuite, vient l'enjeu d'interopérabilité des données. Alors là, on le traite de différentes façons, notamment grâce à la mise en place d'un groupe de travail sur l'interopérabilité des données environnementales et de santé. Donc, c'est un groupe de travail qu'on co-anime avec le FDataHub, la plateforme des données de santé, et la délégation du numérique en santé, et qui vise justement à produire des livrables pour comprendre quels sont les leviers, les opportunités pour un meilleur croisement de données. Donc, ceci se déroule dans le cadre du Conseil national de l'information géolocalisée. Et enfin, la synergie entre les acteurs, qui est également un grand défi, et ce sur quoi on a une action concrète et des actions. Alors, nous avons aujourd'hui 2 représentants des projets lauréats du premier appel à projet qui a été lancé l'année dernière avec le FDataHub et qui vise à valoriser des projets de recherche qui vont croiser ces données environnementales et des données de santé, notamment l'année dernière sur le champ du bruit et des bassins industriels. Et cette année, on renouvelle cette action sur le champ du changement climatique, de l'approche Une seule santé et du cumul d'expositions environnementales. Et donc, Guillaume parlait des projets, justement, le lien entre les vagues de chaleur et les actions de prévention en santé et le lien également avec les populations vulnérables. Ce sont des thématiques qui ont émergé dans le cadre de ce second appel à projet. Et un dernier point, une dernière action que je voulais valoriser, qui est un challenge que l'on avait lancé l'année dernière, donc une action d'innovation ouverte, et qui a mobilisé près de 150 bénévoles, experts du numérique et de la santé-environnement, pour réaliser des défis, mener des défis permettant une montée en qualité des bases de données environnementales. Et alors, je vois Soutarcini au fond de la salle, qui portait notamment un défi qui s'appelait API to Build, et qui consistait à créer du lien entre les concentrations des polluants, de la qualité de l'air intérieur et extérieur, en reliant automatiquement les bases de données de qualité de l'air extérieur avec les bâtiments
d'intérêt pour le CSTB. Voilà un panel des défis et des solutions mises en place actuellement sur cette thématique. Merci beaucoup. Alors, je me tourne aussi vers Oriane, parce que j'imagine pour vous, c'est pareil, finalement, ce recueil de la donnée, il est essentiel à la recherche, et il faut aussi de la transparence des uns et des autres par rapport à, vous parliez des produits que nous avons dans nos magasins, etc. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Oui, je pense qu'un enjeu qu'on a tous en commun, c'est comment on mesure et on caractérise ces expositions environnementales qu'on a dans l'air intérieur. C'est une question qui pose plein de challenges en fait en pratique. Donc si je prends l'exemple des produits de nettoyage et désinfection, en fait, on est face à une multitude de produits. Chacun de ces produits va contenir des dizaines d'ingrédients. Et donc en fait, c'est une exposition qui est assez difficile à caractériser si on veut comprendre quelles vont être les compositions délétères pour la santé. Alors on a plusieurs pistes dans nos recherches pour essayer de mieux comprendre ces expositions. Une première piste qu'on a, c'est l'utilisation de nouveaux outils comme des applications smartphone qui vont permettre de scanner les codes barres des produits de nettoyage qui sont utilisés et puis ensuite de faire le lien entre ces codes barres et la composition des produits. Alors, on a quand même quelques freins. C'est que, en tout cas pour ce type de produit, pour le moment, la réglementation n'oblige pas les fabricants à donner la liste exhaustive des ingrédients sur, par exemple, les feuilles de données de sécurité. Donc en fait, on a des difficultés d'accès à cette connaissance qui, là, est un petit peu réglementaire, même si on connaît partiellement la composition des produits. Et puis une autre piste qu'on a, c'est de travailler avec des spécialistes comme le CSTB pour mesurer les concentrations des polluants dans l'air intérieur, comme on a vu dans les exemples de la campagne logement. Mais ça, c'est quand même une difficulté parce que, on l'a vu aussi, en fait, on a une liste de polluants qui peuvent provenir de sources multiples. Et donc, c'est aussi un petit peu difficile de faire le lien entre ce qui vient de l'utilisation de ces produits ou d'autres facteurs. J'imagine, Guillaume, pour vous, c'est la même chose aussi, parce que quand on prend tout l'intérieur de la maison, par exemple, des isolants, du sol, on parlait des sols PVC tout à l'heure, c'est pareil, ce recueil de données auprès des fabricants, il est très important également. Oui, c'est important. La question de la data, de la donnée est prépondérante pour nos travaux. On ne peut pas s'empêcher de faire un pas de côté et de regarder ce qui se passe dans l'air extérieur aussi, puisque les deux sont liés, ça a été évoqué ce matin. Il y a une loi historique qui date de 1996, donc on a un recul plus important pour l'air extérieur. Aujourd'hui, la donnée, elle est conséquente pour l'air extérieur. Il y a plus de 130 stations en France. On a une modélisation dans les centres urbains qui est en continu à des échelles de moins de 200 mètres. On a un arsenal réglementaire très important, des plans. Donc voilà. L'idée, c'est est-ce qu'on va aller vers ça pour l'air intérieur. Aujourd'hui, la réglementation est plus restreinte. On a moins de données. On a des campagnes qui sont pourtant majeures et uniques en Europe et dans le monde. Donc, il faut saluer cet outil qui est l'OQI, maintenant OQAI, parce qu'avant, on n'avait pas toutes ces données-là. Donc, finalement, en termes de données, vers quoi il faut aller, je pense, pour nos études, en tout cas à Santé publique France, c'est vrai que ça a été dit ce matin, un recueil un peu en continu de données. On a parlé des cartes numériques du bâtiment. Donc ça se développe, il faut l'accentuer. C'est-à-dire que maintenant, on développe des cartes où, pour tous les bâtiments, finalement, pour les acteurs, à la fois le décideur, mais aussi la recherche, on saura quel isolant est utilisé, quel type éventuellement de ventilation. Le développement de la maquette numérique permet cela, et pour après, avec la maintenance des bâtiments, etc., toutes ces données-là pourront être plus facilement recueillies. Exactement. On voit que ça a été une vraie difficulté, par exemple, pour l'amiante, pour essayer de recenser les bâtiments qui contenaient de l'amiante. La question des capteurs de mesure en continu. Donc ça, il faut que l'OQI encourage ça, qu'on encourage tout ça. Évidemment, des campagnes structurantes, importantes, qu'elles soient répétées ou cycliques. Et puis, la question finalement, de la mise à disposition, de la centralisation. Parce que on voit bien que, ça a été évoqué par Marie, si ces données sont dispersées, on aura du mal à les collecter. Or, finalement, c'est la qualité et la puissance de ces données-là qui est importante pour nous. Et je finirai par l'interopérabilité, ça a été dit aussi. On a des vraies difficultés, nous, dans nos études, à rapprocher des données environnementales et des données sanitaires. Oui, pour bien faire comprendre l'interopérabilité, c'est que finalement, voilà, il y a une donnée, chez vous, ça va être du bruit, je dis n'importe quoi, c'est pas le format, on va dire c'est du MP3, et de l'autre côté, on va avoir une donnée en nanoparticules, etc. Enfin, tout cela, il faut que chaque donnée puisse se parler aussi. Exactement, que les bases soient lisibles. Ce qui est d'ailleurs un défi également pour tout ce qui est maquette numérique également. Oui. Et donc ça, c'est un enjeu important pour les rapprocher après avec des données de santé. Donc on a un enjeu technique. Alors je vous le dis rapidement, mais pour vous également, bien évidemment, toute cette question des données est primordiale.
Oui, bah nous, on est producteurs de données en fait à Bruit-Parif, puisqu'on a deux outils en fait pour produire ces données. C'est implanter des capteurs sur le territoire. Donc ça nous permet d'avoir des données de mesure, alors plutôt dans l'environnement extérieur, pour suivre l'évolution du bruit sur la durée, déterminer les endroits les plus critiques. Donc ça, on a un réseau très dense maintenant à Bruit-Parif avec plus de 200 capteurs permanents qui mesurent seconde après seconde sur plusieurs années le bruit. On fait des campagnes de mesure aussi pour compléter l'information. Plus de 1000 points de mesure temporaires. Donc on a vraiment beaucoup de données en fait disponibles. Et comme ça suffit pas, on fait aussi ce qu'on appelle de la modélisation pour essayer de déterminer, alors là de manière moins fine, mais et plus extensive, les niveaux de bruit par maille de 5 mètres de large sur tout le territoire francilien. Et Donc, à voilà. l'intérieur dans les Alors, environnements voilà. intérieurs, c'est Nous, quand même un sacré alors, c'est enjeu, vrai du que coup. à Bruit-Parif, comme dans d'autres observatoires, on travaille surtout sur l'extérieur. Alors ça nous arrive, dans le cadre de programmes de recherche, de travailler à documenter les environnements intérieurs. Et donc là, on va équiper les personnes, les logements, avec des dosimètres de bruit, avec des capteurs intérieurs qui vont permettre de mesurer le bruit à l'intérieur. En général, on fait aussi à l'extérieur, parce qu'on retombe sur la même problématique que pour la qualité de l'air. Il y a une partie du bruit qui provient de l'extérieur. Il y a aussi du bruit qui provient des logements contigus ou des équipements qui sont dans les logements ou dans des établissements. Donc il faut documenter à la fois intérieur et extérieur dans ce genre de cas. Et ces campagnes de mesure intérieures, elles peuvent évidemment permettre de croiser avec des données sanitaires. Donc voilà, on a beaucoup de programmes de recherche dans lesquels on travaille. Alors, il y a les projets comme celui qui est accompagné par le S Data Hub et le Green Data for Health sur le croisement des expositions au bruit avec des données sanitaires, notamment de consommation médicamenteuse pour le sommeil. Donc, on essaye de rechercher les liens entre dégradation Oui, du parce que sommeil. si mon sommeil est dégradé, si je prends plus Exactement. de somnifères, c'est que peut-être je peux avoir un problème. Voilà. Donc, on essaye de mettre en évidence, alors ça, c'est plutôt des études écologiques. On va croiser des statistiques d'exposition au bruit avec des statistiques de consommation médicamenteuse, mais on a aussi des études plus individuelles, où là, comme dans la grosse étude débat qui a été menée en France, on a équipé des riverains avec des capteurs et on a analysé simultanément leur niveau d'exposition au bruit, notamment lors des survols d'avions, avec les perturbations de leur cycle de sommeil, la variation de rythme cardiaque, pour mettre en évidence en fait les impacts du bruit aérien sur la santé. Voilà. Oui, donc on le voit finalement sur cette partie des données, les deux grands défis. Donc il y a un côté un peu technique, côté trouver des nouveaux appareils, créer des applications, pouvoir lire les codes, pouvoir trouver de l'interopérabilité, pour avoir de la transparence et cette transparence-ci qui peut aller du côté réglementaire aussi, peut-être un enjeu réglementaire sur les fabricants pour qu'ils soient plus à même de mettre en avant les compositions des produits, etc. J'imagine que c'est sur ces deux points. Alors, parmi les défis également que vous avez en commun, alors il y en a un qui est notre défi à tous aussi, c'est cette question de l'adaptation, au dérèglement climatique qui engendre de nouveaux besoins. On voit aussi qu'il y a de nouveaux usages qui sortent, une évolution de la société. Tout cela a un impact aussi sur les qualités des environnements intérieurs, et puis ça bouge, et les risques sanitaires associés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, peut-être, je vous prie, Oriane ou Marie, comme vous le voulez. Oui, alors c'est vrai que nous, ce n'est pas forcément lié au dérèglement climatique, mais plutôt à des enjeux environnementaux en général, qu'on voit des évolutions dans des usages. En fait. Voilà. Ces dernières années, on a vu pour les produits de nettoyage, on a vu deux grandes évolutions. D'abord, suite en fait à la crise Covid. Ah bah oui, on s'est mis à tout nettoyer 10 fois plus avec des énormes produits très dangereux. Alors, pas forcément tout le monde, mais en tout cas, certaines parties de la population ont augmenté leur usage de produits de nettoyage et aussi ont changé le type de produit utilisé. C'est-à-dire qu'on a maintenant des usages de produits qui étaient utilisés avant plus. Donc voilà, ça c'est je pense, une autre conséquence délétère du Covid. Et puis alors en parallèle, on voit aussi des évolutions liées à des questions environnementales et un souci d'utiliser des produits qui vont être verts ou écologiques. Ce qui,
pour la planète, À c'est l'inverse, sûrement du coup, de plutôt ce que- bénéfique. Bah oui. Mais voilà, c'est vrai qu'une question qu'on a par rapport à ça, c'est que ces labels verts écologiques prennent pas vraiment en compte l'impact sur la santé. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent qu'automatiquement ces produits meilleurs pour l'environnement seraient aussi meilleurs pour la santé, et c'est pas forcément vrai. On nous ment. Malheureusement, non. Alors, dans certains cas, je pense que c'est vrai, mais en tout cas, l'évaluation de ces produits sur la santé n'a pas été faite. Et il y a des produits naturels qui vont contenir des parfums et les fameux terpènes qu'on a vus dans... On parlait des huiles essentielles aussi beaucoup. Alors, par exemple, voilà, Oui. qui peuvent contenir des allergènes, donc qui peuvent aussi avoir un impact délétère sur la santé. Donc là, je pense qu'il faut aussi essayer de se situer dans une approche One Health, où on va combiner santé planétaire et santé humaine, et donc essayer de créer des labels où on prend en compte à la fois l'environnement et la santé. Oui, parce qu'on parle d'usage, donc on mélange aussi certains produits. Ça peut être compliqué, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Oui, à la alors fin. le mélange des produits, c'est toujours à éviter. Oui, Voilà. c'est ça. Puis la façon dont on s'en sert. Donc la pédagogie, en fait, elle est extrêmement importante Oui. dans ce cadre-là. Oui, et l'accès à une information claire, en fait, on parlait des réglementations sur la liste de tous les ingrédients, mais en fait, au-delà de ça, il faut aussi que c'est pas forcément en voyant la liste que les utilisateurs vont savoir si c'est dangereux ou pas. Donc il y a aussi des choses qui se développent pour développer des scores de toxicité, un peu à l'image de ce qui a été fait pour le Nutri-Score pour l'alimentation. En fait, faire des scores de toxicité pour les produits de nettoyage. Un ménage score. Un ménage score, voilà, ce serait une piste intéressante de prévention. Alors j'imagine aussi pour vous, Fanny et Guillaume, je vous rapproche exprès tous les deux sur ce sujet-là, sur cette partie-là, parce que voilà, on a parlé de chaleur tout à l'heure. Dit chaleur, dit j'ouvre la fenêtre, dit j'ouvre la fenêtre, j'ai du bruit. Donc finalement, là aussi, avec ces usages-là, avec ce dérèglement climatique qui fait que les bâtiments ne sont pas forcément adaptés, ce sont des enjeux communs pour vous. Oui, c'est sûr que pour les riverains, notamment en centre-ville, lorsqu'il fait plus chaud, la tendance naturelle, c'est de vouloir ouvrir ses fenêtres en soirée, la nuit, pour ventiler un peu, et puis aussi pour avoir un petit peu de fraîcheur. Les enjeux, du coup, d'exposition au bruit vont augmenter, et d'autant plus que les gens aspirent à vivre beaucoup à l'extérieur en soirée quand il fait chaud. Donc on a dans les centres-villes, c'est vrai à Paris, c'est vrai dans d'autres villes, de plus en plus de gens en fait qui c'est lié aussi à des évolutions sociétales, de fait de s'approprier davantage l'espace public. Et lorsque c'est en soirée ou en début de nuit, ça pose des questions évidemment, des impacts bruit sur le sommeil, dégradation de qualité de sommeil. Donc on a ces phénomènes à essayer de réguler. La solution, c'est évidemment pas de climatiser. Je pense que voilà. Alors après, évidemment, on a la recherche sur les revêtements de sol, des routes, par exemple, ou ces murs anti-bruit, etc. Ou le développement de la mobilité douce. Oui, alors sur les transports, il y a quand même beaucoup de pistes d'action possibles. Les villes se mobilisent pour essayer de diminuer, d'une part, le trafic de manière générale, les vitesses de circulation, lutter contre les comportements inciviques, type pic de bruit, qui, je rappelle, un motard qui traverse avec un véhicule débridé, c'est susceptible de réveiller 100 000 personnes sur une ville, à Paris par exemple. Donc c'est vrai que ce genre de comportement qui paraît, c'est du bruit vraiment inutile et qui a des conséquences sanitaires qui peuvent être importantes. Donc ça, les villes se mobilisent, la ville de Paris, les villes qu'on accompagne se mobilisent sur ces sujets de diminution des enjeux transport. C'est plus difficile sur d'autres thématiques comme l'activité récréative, parce que là on est en conflit direct entre des intérêts économiques, culturels, et puis la volonté aussi des gens de vivre à l'extérieur, de faire la fête, et puis les aspirations de riverains qui habitent dans des centres-villes et qui veulent pouvoir dormir. Donc là, c'est des situations qui sont difficiles à réguler, oui, parce qu'il y a aussi mais qui montent en puissance. Palpable, quand même, de qui montent en puissance. Et là, on est en manque de données, très clairement. Ça fait partie des sujets sur lesquels on va travailler grâce au HDH et GD4H, c'est qu'on manque de données, de connaissances scientifiques sur les impacts de ce type de bruit plus récréatif sur la santé des riverains. Il y a eu beaucoup d'études épidémiologiques de menées qui ont mis en correspondance des expositions au bruit des transports avec les effets sanitaires. Mais par contre, sur ces nouveaux types de bruit, on est encore un peu démunis. Donc, ce qui n'aide pas non plus les acteurs publics à se mobiliser, à trouver vraiment les. Et alors, quand on parle après à l'intérieur de l'habitat, donc là, je me tourne vers vous, Guillaume. On le sait que il y a cette nécessité d'adaptation au dérèglement climatique, il y a cette nécessité de rénovation énergétique. Tout cela, on pourrait le coupler aussi avec cette nécessité acoustique.
Oui, c'est important, hein. Peut-être que je pense que tout le monde est sensibilisé au changement climatique, mais c'est un enjeu majeur pour nous. Si besoin en est, je vais rappeler un chiffre. Alors, le changement climatique a des effets directs et indirects sur la santé, que ce soit à travers la chaleur. Hein, le premier facteur avancé par le GIEC qui concerne l'Europe, hein, il y a une accélération du changement climatique, notamment en Europe, concernant la chaleur, avec des impacts à court terme. Mais ça concerne aussi les maladies vectorielles, ça concerne la pollution de l'air, ça concerne des catastrophes naturelles type feu de forêt, on l'a vu, inondations, etc., etc. Si je me concentre sur la chaleur, depuis les années 70, à Santé publique France, on a estimé que les canicules ont provoqué plus de 42 000 décès en excès. Les canicules, c'est quelques jours par an, hein. Enfin, maintenant, ça devient de plus en plus courant. Mais 42 000 décès depuis les années 70, dont 10 000 depuis les années 2015. Donc on voit bien l'accélération et l'intensification des vagues de chaleur. On avait publié une étude cas témoins suite à l'épisode de 2003, hein, la canicule de 2003. Oui, je me souviens bien. Et cette étude montrait que quand on habitait sous des toits à Paris, le risque de mortalité était multiplié par 4. Donc on voit bien l'influence du bâtiment. On voit bien aussi l'influence que le risque était multiplié de mortalité par 2 lorsque on habitait dans des quartiers chauds, c'est-à-dire où la température ne redescendait pas la nuit. Et donc voilà, on ne peut même pas ouvrir les fenêtres parce que ça rafraîchit pas. Toute la population est concernée, notamment les plus vulnérables. On pense aux personnes âgées, personnes enceintes, personnes souffrant de pathologies chroniques. Donc ça, c'est une vulnérabilité physiologique, mais aussi on a une vulnérabilité sociale, et notamment les bâtiments avec des logements suroccupés ou des logements, comme j'ai dit, des personnes vivent sous les toits. Et ben, il y a un impact direct de la chaleur. Agir sur ce sujet, c'est permettre aussi de diminuer ces inégalités. Exactement. Et ce qui est important aussi à noter, c'est qu'on se pose souvent la question du bâtiment comme un facteur de risque ou un facteur protecteur. Et ça, c'est une question qu'on essaye d'aborder, c'est-à-dire qu'on voit bien que les pouvoirs publics, les collectivités s'interrogent sur quand il fait chaud, est-ce qu'il faut que je ferme les écoles, par exemple, ou il faut que je continue à les ouvrir. C'est peut-être là où les enfants seront mieux parce qu'il y aura un système mieux pensé pour eux. Et par exemple, ils ont pris le parti faire un bâtiment refuge. Voilà, au Canada, de faire des bâtiments écoles refuges. C'est-à-dire que, par exemple, fermer les écoles, si on habite dans un logement qui n'est pas protégé, sous les toits ou suroccupé, ben finalement, voilà, on ne protégera pas l'enfant. Donc l'idée, c'est de s'interroger sur le changement climatique et le bâtiment, effectivement, comme à la fois un facteur de risque, mais aussi comme un facteur protecteur pour la santé des populations. Ça, c'est quelque chose d'important, finalement, à la fois pour nous d'encourager des comportements individuels dans le bâtiment qui soient favorables à la santé. On pense à se protéger l'été, mettre des stores, des plantes, rafraîchir, etc. Donc il y a une notion de pédagogie envers les usagers. Là, on est vraiment sur le comportement individuel. Et vous l'avez dit, il y a aussi l'adaptation plus structurelle du bâtiment. Et donc ça pose la question de la rénovation énergétique. Et c'est tout l'intérêt aussi de l'OQI, parce qu'il faudra regarder cette question de quand on isole, est-ce que finalement on ne dégrade pas la qualité de l'air intérieur? Est-ce que c'est bénéfique pour la question du bruit? Donc c'est ça l'intérêt de croiser ces déterminants, et voilà l'OQI pour apporter des réponses. De transdisciplinarité, en fait. Alors j'imagine, je me tourne vers vous, Marie. Pour vous, vous pouvez avoir que ce discours-là également, puisque vous êtes là également au niveau du ministère. C'est une des missions principales, hein, cette adaptation. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la France a basé ses travaux d'adaptation sur un scénario de réchauffement à plus 4 degrés d'ici 2100. Pour donner une idée, ça veut dire que le climat de Paris correspondra à celui de Montpellier en 2100. Voilà, donc c'est vrai, je ne dirais pas qu'il est trop tard pour avoir des actions d'atténuation, mais il faut vraiment, c'est majeur pour nous d'avoir des actions d'adaptation. Il faut anticiper quand même, quoi qu'il arrive. Voilà, on peut faire tout ce qu'on peut pour essayer de diminuer ces 4 degrés, mais pour autant, il faut quand même y penser. C'est ça, exactement. Donc là, on est vraiment dans cette action d'adaptation. On parlait tout à l'heure aussi de la majorité de la population française qui vit en ville. Alors, on aime bien le chiffre de 80% aujourd'hui. Alors, celui-là, c'est 80. Alors, a priori, 80. Ouais. 80% de la population en France qui vit en ville et donc qui est surexposée à tous ces risques sanitaires. On parlait de la pollution de l'air. Actuellement, en France, on a 40 000 décès par an liés à la pollution atmosphérique. La pollution sonore, on parlait du deuxième
facteurs de risque environnemental, sans parler également des vagues de chaleur qui ont été mentionnées juste avant. Un autre chiffre à 80%. 80% de ce qui impacte notre santé est lié à nos modes de vie. On parlait des comportements individuels, les facteurs socio-économiques et facteurs environnementaux, contre seulement 20% liés au système de soins, à notre génétique. Donc on voit bien qu'il est majeur d'avoir une meilleure connaissance. On parlait de l'appel à projet tout à l'heure, et c'est vrai que l'Observatoire va avoir un vrai enjeu, notamment sur la connaissance des bâtiments. Et pour éclairer justement l'action publique et les actions d'aménagement. Il y a aussi tout le champ de l'urbanisme favorable à la santé, sur lequel on intervient de plus en plus, alors en parallèle de cet Oui, parce événement. que l'aménagement du territoire, ce qu'on disait tout à l'heure, a vraiment un gros impact également, que ce soit en termes de bruit, en termes de bâtiments, d'isolation, etc. Oui, tout à fait. Bon, c'est extrêmement lié, mais en effet, le fait de se dire que chaque action d'urbanisme va avoir une conséquence sur l'environnement et la santé, et donc il faut le penser dès l'origine et l'initiation de ces opérations d'aménagement. Et donc on lance aujourd'hui même avec l'ADEME Annonce. Un appel à manifestation d'intérêt Expé Urba Santé, qui vise à stimuler des expérimentations dans les territoires sur donc ce champ d'urbanisme favorable à la santé. Donc on est en train d'annoncer les lauréats, vous aurez un communiqué de presse, des lauréats qui vont par exemple mener des expérimentations de rénovation d'écoles, ou encore, j'en ai pris un pour en citer un, le Scott Baronnier, donc dans la Drôme, qui va viser à étudier les actions de maillage des espaces verts sur la santé des habitants pour accompagner la mise en œuvre des PLU, intercommunal et habitat, et donc tout projet de territoire en termes d'aménagement. Voilà, donc ce sont des actions qu'on mène. Et dernière annonce également, si vous voulez assister à l'annonce des lauréats du deuxième appel à projet, cela se tiendra le 17 juin après-midi à Paris Santé Campus, avec option en distanciel également. Merci beaucoup pour ces annonces. En tout cas, ce qu'on voit là également, encore une fois, des enjeux techniques, des enjeux de réglementation, des enjeux d'usage. Alors, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé et qui pourtant est essentiel. Il a été évoqué un tout petit peu au début de cette journée, c'est l'exposome. Oriane, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est que l'exposome ? Oui, alors on l'a entendu un peu déjà ce matin. En fait, l'exposome, ça va correspondre à l'ensemble des expositions, alors qu'elles soient chimiques, biologiques, physiques, mais aussi psychosociales, qu'une personne va subir depuis sa naissance et tout au long de sa vie. Alors du coup, il faut aussi voir quelles sont les interactions, comment ça marche, c'est tout ça en fait l'enjeu. Voilà, alors comment l'introduction de ce concept d'exposome a changé la recherche sur la compréhension de l'effet de l'environnement sur la santé. Il faut savoir qu'en fait, il y a quelques années, malgré le fait qu'on étudie des maladies qui, dans beaucoup de cas, sont multifactorielles, toutes les maladies dont on a parlé, la plupart des recherches examinaient des facteurs de risque un par un, sans prendre en compte le fait que ces facteurs de risque peuvent se cumuler chez certains individus, interagir ensemble, etc. Et donc, pour mieux comprendre l'étiologie de ces maladies et pourquoi, même si chaque facteur de risque peut avoir un effet assez petit sur la maladie, s'ils sont pris dans leur ensemble, on va avoir pour certaines personnes qui vont se retrouver dans des trajectoires particulièrement délétères d'exposition, ces personnes-là vont développer la maladie et pas d'autres. Oui, donc finalement, on peut agir sur tous ces leviers. Je me tourne aussi vers vous. C'est un facteur aussi que vous devez prendre en compte, chacun d'entre vous, dans tous vos travaux ? Tout à fait. En fait, c'est vrai que les impacts sanitaires, ils sont liés parfois à plusieurs expositions. Par exemple, pour les maladies cardiovasculaires, on a un impact quand même très fort de la pollution atmosphérique, mais il y a aussi un impact du bruit. Et donc, ces sujets de coexposition et d'impact croisés, ils sont quand même assez mal documentés à l'heure actuelle. Et donc, c'est vrai que c'est en permettant de croiser les données, de les faire interagir, qu'on pourra améliorer les connaissances sur ces sujets-là. Donc c'est vrai que on est ravis de cette initiative d'élargissement du champ de l'OQAI à d'autres déterminants de santé, parce que ça va permettre de renforcer évidemment les connaissances. Oui, je vais pas paraphraser, mais je vais aller dans le sens c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions sur la question de l'exposome. Il y a la dimension finalement, j'allais dire temporelle, c'est-à-dire de suivre l'enfant
jusqu'à parce que certaines conséquences dans l'enfance, exposition peut avoir des conséquences après sur sa vie adulte. Donc suivre de manière temporelle et puis suivre plusieurs déterminants, voilà, plusieurs facteurs de risque. C'est vrai que c'est un enjeu de données et un enjeu de méthode. Parce il faut vraiment qu'on change de paradigme, en tout cas de manière de penser. Et c'est assez compliqué sur la donnée. L'OQI voilà, et vient à point nommé pour apporter des données à la fois. On l'a vu beaucoup sur le chimique, mais de plus en plus sur d'autres facteurs de risque. Donc, on pourra croiser ces déterminants-là avec des données de santé. Et donc, pour nous, c'est un enjeu important. On essaie de le faire, par exemple, là, on l'a fait avec 3 villes, la ville de Lille, Montpellier et Rouen. On va bientôt publier ça pour essayer de croiser à la fois l'impact du bruit, de la pollution de l'air, de la chaleur et les bénéfices liés à la mobilité, marche, vélo et aux espaces verts. Et on voit qu'on a des difficultés, encore une fois, de données, d'interopérabilité des données, et surtout de comment on peut croiser ces données-là de manière pertinente. Voilà. Donc, c'est pas simple, mais c'est vraiment un enjeu futur pour nous. Un enjeu qui pourra justement être abrité dans cet observatoire de la qualité des environnements intérieurs. On le voit, non, donc cette évolution de l'OQAI vers l'OQEI est positive. Hein, j'ai pas l'impression que vous étiez fâchés de ça. Je ne crois pas, selon vous. Alors, comment est-ce que vous voyez peut-être cette collaboration? Voilà, quelles sont vos attentes? On a vu transdisciplinarité, collaboration, interaction. Nous, en tant que producteurs de données, je dirais, on est complètement ouvert, évidemment, à mettre à disposition de l'OQEI les données dont on dispose et collaborer, en fait, pour essayer d'améliorer les connaissances. Puis on l'a vu, tout est interconnecté. Il y a énormément d'attentes des acteurs publics sur les actions après de rénovation thermique, acoustique, pour aller dans des couplages, en fait, de traitement de problématiques conjointes. Oriane, peut-être? Oui, alors effectivement, là, les données qui vont être plus larges dans le cadre de l'OQEI vont permettre aussi de mieux comprendre l'exposome, les effets sur la santé. Alors, c'est vrai que ça souligne le besoin aussi de collaboration multidisciplinaire. Et j'insisterai aussi peut-être sur le fait que, à mon avis, c'est intéressant d'intégrer aussi les sciences humaines et la sociologie, puisque finalement, ces groupes qui vont se retrouver exposés, cumuler beaucoup d'expositions, c'est aussi déterminé socialement. Et donc, c'est important de comprendre ça aussi pour ensuite mettre en place des mesures de prévention adaptées. Merci, j'imagine que Guillaume, vous allez également dans ce sens-là. Hein. Plus sûr. On est nombreux, mieux c'est. Alors c'est plus compliqué à gérer derrière, mais en même temps, c'est important. Évidemment, je souhaite le meilleur à l'OQI et je fais un vœu de pérennité, de stabilité pour cet observatoire. Et finalement, je note évidemment de manière positive l'élargissement des déterminants investigués. On l'a dit, c'est important. Il y avait un prisme vraiment pollution de l'air chimique. Et on voit qu'il y a des données qui ont été collectées, par exemple, sur les températures à l'intérieur, à l'extérieur. On voit des données sur la ventilation, sur l'isolation. Et donc ça pourra être exploité justement dans la question de l'adaptation et quel est l'état du parc aujourd'hui. Donc voilà, l'élargissement à différents déterminants pour avoir aussi l'articulation et finalement les liens, les relations entre ces déterminants. Pour nous, c'est majeur en termes de données. L'élargissement aussi avec le pilotage maintenant, le copilotage avec l'ANSES. Donc, on avait initié avec l'OQAI cette collaboration avec le fait d'adosser un volet santé aux campagnes nationales logement. Donc, de manière systématique, en tout cas, je pense qu'à l'avenir, l'ANSES et le CSTB porteront cette question-là, à savoir avec les partenaires santé, que ce soit Santé publique France, mais aussi l'INSERM ou d'autres, est-ce qu'il faut finalement réfléchir à adosser des volets de santé par des questionnaires. Il y a d'autres méthodes, je vais m'attarder. Si on a les données d'état, d'identification, on peut aussi aller regarder dans les données de la CNAM. Enfin voilà, donc ça c'est intéressant à réfléchir. Et puis ça c'est vraiment pour de l'épidémiologie analytique et en descriptif, c'est aussi très intéressant pour nous dans les enquêtes écologiques ou quand on fait des équisses, des évaluations quantitatives d'impact sanitaire. Là on a pas besoin de données individuelles, mais plutôt des données au niveau du parc, au niveau national. Donc voilà, pour nos travaux, c'est majeur. On fait un vœu de collaboration, en tout cas, pour accentuer, appuyer, et en tout cas, on est disponible. Derrière, on se rappelle aussi, sur la question de la santé. Oui. Bien sûr, cette nécessité derrière
d'information qui va pouvoir être délivrée aussi pour vous, pour les usagers à chaque fois. Peut-être Marie, un dernier point je vous sur en prie. encourager aussi, et c'est le cas, la question de prendre en compte les sciences humaines, ça c'est vraiment important, la question des inégalités sociales de santé, j'y reviendrai, et de plus en plus aussi la question du coût économique pour la société. On essaie de le faire dans nos travaux, ça a été fait par le passé avec l'OQAI et l'ANSES, donc ça aussi il faut l'encourager, et donc évidemment ouvrir à d'autres, ou encourager en tout cas d'autres thématiques de recherche. Des collaborations avec d'autres observatoires. Voilà, c'est ça, ou d'autres observatoires, et avec la société de manière plus générale. Marie, peut-être un dernier mot également. Voilà, quel message vous Oui. souhaiteriez faire passer? Oui, alors je pense qu'il va y avoir pas mal de redites, mais je ne peux que renouveler mon enthousiasme pour la création de l'Observatoire, que ce soit à la fois pour renforcer les liens, on en a parlé, entre tous les acteurs locaux, les acteurs de la recherche, les experts, la société civile, le fait d'inclure en effet les sciences humaines qui est excessivement important. Et l'objectif de cet observatoire et sa contribution directe notamment aux politiques publiques d'urbanisme, sobriété énergétique. Voilà, bon, beaucoup de redites, mais en tout cas, très enthousiaste à l'idée de suivre les travaux de l'observatoire. Quel travers pensez-vous qu'il faut éviter? Voilà. Parce qu'il faut en parler quand même un petit peu. Est-ce qu'il y a vous n'avez pas d'inquiétude? Vous êtes plutôt... Est-ce qu'il faut être accompagné et suivi dans cette volonté d'avancer sur ces travaux, j'imagine? Je crois que c'est peut-être l'ANSES et le CSTB reviendront après. C'est la question de la priorisation des actions. On voit que voilà, avec l'ouverture de tous ces champs, les possibles